table ronde ô combien importante, dépendance et autonomie, qui est un sujet d'aujourd'hui, mais on sait que ça va s'amplifier, mais on ne voit pas très bien les solutions aujourd'hui qui sont proposées. Alors, on a pris un peu de retard, mais on va en gagner un petit peu à la fin, parce que Olivier Véran, malheureusement, nous a dit très récemment qu'il ne pourrait pas venir nous donner la bonne parole. Alors, on imagine au moins qu'il a été convoqué par le président de la République. On n'imagine pas d'autres excuses, mais on verra. Alors, les personnes âgées, on a mis comment sortir de l'impasse, qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans une situation qui est quand même difficile. On avait Dominique Libaud qui a fait cet important et magnifique rapport tout à l'heure, qui déjà en parlait lors de la précédente table ronde. Les personnes âgées ont subi un lourd tribut au cours de la crise sanitaire et l'évolution démographique, on le sait, va accroître la tension. En 2024, les premiers boomers, comme on dit maintenant, on ne dit plus les papis ni les mamies, mais les boomers auront 80 ans. La création de la 5e branche autonomie de l'assurance maladie ouvre certes de nouvelles perspectives. Il n'y aura pas de loi grand âge et autonomie, annoncé le Premier ministre la semaine dernière, mais la ministre Brigitte Bourguignon assure qu'il y aura des mesures fortes et tangibles dans le PLFSS pour 2022 qu'on va connaître très prochainement. Se pose donc toujours la question des enjeux du financement et de la gouvernance, de l'organisation et du rôle de chacun, et surtout celui du fameux virage domiciliaire qui est présenté comme la solution par les pouvoirs publics, et il est souhaité aussi d'ailleurs par les Français, et il pourrait à terme permettre d'absorber le choc financier à condition d'investir dès maintenant, franchement. Évidemment, autre sujet se pose également la difficulté du manque d'attractivité des métiers de la dépendance et de l'autonomie, ce qui complique et aggrave la situation. Pour en débattre, 4 professionnels. Tout d'abord, Marie-Sophie Dessault, présidente de la FEAP, secteur associatif, qui est bien représenté ici, un directeur d'EHPAD, Nicolas Mérigot, DG de Corian France, et 2 responsables de structures de services à la personne, donc privées. Je ne sais pas si vous connaissez bien la distinction entre le service à la personne et les services plus associatifs. Ils n'ont pas bénéficié des mêmes augmentations de leurs collaborateurs, ce qui crée un vrai sujet. Donc, Amir Reza Tofighi, qui est président de la FEDESAP, Fédération des services à la personne et proximité. FEDESAP fondée en 2007. Elle est la première fédération d'entreprises de services à la personne et de maintien à domicile. Elle fédère 3000 structures qui accompagnent chaque année plus de 660 000 personnes ou familles avec 1100 salariés. Et puis Thibaut de Saint-Blancard, qui est plus petit dans son activité, mais qui en est pas moins passionnant, cofondateur d'Alenvie, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et l'objectif, c'est de transformer le secteur de l'aide à domicile et les auxiliaires de vie. Voilà, donc c'est un sujet qui est compliqué, beaucoup de débats sur l'autonomie et la dépendance. On va essayer de serrer les questions pour voir quels seraient les leviers, comment on pourrait réellement avancer, en sachant que ce qu'on disait dans notre réunion préparatoire, c'est le 3e quinquennat, je dirais le 4e quinquennat, où il est annoncé une réforme forte de la dépendance et de l'autonomie, et qu'à la fin du quinquennat, on s'aperçoit que ça sera pour le prochain. Même si, bien évidemment, il y a des mesures qui ont été prises, mais il y a quand même toujours cette difficulté d'organisation. Alors, le financement, la structuration de l'offre, la gouvernance. Sur le financement, qui veut prendre la parole en premier? Allez-y. Alors, c'est Amir Reza Tofighi, président de la FEDESAP. Touchez pas au micro, en principe, il est branché, oui. Quand on commence à le régler, on le dérange. Ouais, c'est bon. Alors déjà, bonjour à tous. Alors présentez-vous d'abord, parce que expliquez-nous la distinction entre le privé et l'associatif, qu'on comprenne bien, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour les revalorisations des salariés. Enfin, on commence peut-être par le petit bout, mais il y a ce problème de financement et d'attractivité des professionnels. Alors déjà, je vais commencer par vous remercier pour votre invitation. Ça, c'est bien. C'est rare, d'ailleurs. C'est un bon début. C'est un bon début. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. La réalité, c'est qu'on a des salariés dans le privé qui travaillent aussi dans le domaine associatif, parfois qui vont avoir un contrat à temps partiel dans le privé et temps partiel dans l'associatif. On a les clients qui parfois vont être qui vont être clients dans une structure privée ou parfois dans une structure associative.
on n'a vraiment aucune différence aujourd'hui. La seule différence, c'est une convention collective différente, ça c'est l'histoire. Des tarifications parfois différentes, parce que c'est encore le sens de l'histoire, c'était que les structures associatives qui étaient historiquement tarifées avec le département. Et aujourd'hui, on a un secteur qui est servi par des entreprises ou parfois des associations, mais il n'y a plus vraiment de différence. Il y a plus vraiment de différence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on ne comprend pas le choix du gouvernement d'avoir mis le peu d'argent qu'il y avait dans le PLFSS 2021, de l'avoir mis sur une partie des salariés et pas sur l'ensemble des salariés. Ça, c'était un peu pour l'introduction par rapport à votre question sur le... Oui, c'est pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Et pour vous, quand on parle de réforme, parce que la réforme, elle a plein de... Il y a la cinquième branche, mais vous dites, nous, ce qu'on veut avant tout, le plus urgent, c'est le financement. Une augmentation du financement, donc c'est ce qu'annonce quand même la ministre dans le PLFSS et le Premier ministre. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, on a créé une cinquième branche, et il faut déjà féliciter le gouvernement pour l'avoir fait pendant la crise Covid. Et il nous parle de virage domiciliaire. C'est quand même la plus grande hypocrisie politique d'aujourd'hui, le virage domiciliaire. Je vais vous donner plusieurs exemples. Tout le monde se rappelle de la prime Covid pour les salariés qui étaient en première ligne. L'État l'a annoncé, le Premier ministre l'a annoncé. Elle a été payée pour les EHPAD, 0 pour le domicile. On a dû se battre pour que l'État la finance en partie, parce qu'il ne voulait pas la financer. Ensuite, il y a eu le PLFSS 2021, 1,3 milliard pour augmenter les salaires dans les EHPAD. Et attention, parce que je ne veux pas me fâcher avec mon voisin de gauche, je suis très content de ces 1,3 milliard, mais 0 pour le domicile. Comment on peut parler de virage domiciliaire quand on met 0 pour le domicile et 1,3 milliard pour les EHPAD? On a, encore une fois, dû se battre 150 millions, 10 fois moins pour le domicile. Comment on peut ensuite décemment parler du virage domiciliaire quand on est à ce point-là à chaque fois qu'on passe en dernier? Pourquoi ça alors? Parce que votre travail n'est pas reconnu, parce que votre professionnalisme n'est pas... Je ne sais même pas l'expliquer. Je ne sais même pas l'expliquer parce que quand on parle avec, avec les politiques, on a l'impression qu'ils nous comprennent, mais on a l'impression que dès qu'il y a des choix à faire, de toute façon, ce sera toujours les mêmes choix qui seront faits. Et je ne sais pas l'expliquer. Alors on peut parler de gouvernance, d'attractivité, tous ces sujets-là sont intéressants bien évidemment. Mais tant qu'il n'y a pas un vrai financement qui est mis, et tant qu'on ne revoit pas ce tarif aujourd'hui de prise en charge... De votre secteur et des autres secteurs, c'est ça Du domicile, mais quand je parle du tarif de prise en charge, c'est autant pour les associations que pour les entreprises. C'est-à-dire c'est le tarif APA et PCH lorsqu'une personne demande une heure d'aide à domicile. Tant que ce tarif-là n'est pas revu. Parce qu'il y en a eu combien des rapports? L'IBO, la Forcade, El Khomri, on en a, mais à chaque fois, ils nous font un rapport pour gagner un peu de temps. Fragonard. Pour gagner un peu de temps, parce que apparemment la solution, ils ne la connaissent pas encore. Et à chaque fois, de toute façon, à la fin, il faut mettre du financement dans le secteur. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans le secteur. Il y a énormément de choses. L'attractivité, c'est pas que les salaires, mais c'est aussi les salaires, mais c'est pas que les salaires. Donc on a plein d'idées, mais à un moment donné, il faut un minimum investir dans le secteur. Et à chaque fois, ils ne le font pas. Alors, moi, j'ai entendu qu'il y allait avoir des mesures fortes dans le PLFSS 2022. J'attends de voir. Pour l'instant, je vois que Mme Bourguignon, qui devait venir aujourd'hui, n'est pas venue. Donc, en général, c'est pas bon signe. Une autre réunion, je vais regarder dans son emploi du temps. Tout à fait. Mais en général, quand on a des belles annonces à faire, on vient pour les annoncer. Quand on ne vient pas, c'est qu'en général, on n'a pas d'annonce à faire. Peut-être que je me trompe, mais pour l'instant, on n'a eu aucun retour comme quoi on avait quelque chose qui allait être dans le PLFSS. Donc, on ne sait pas. Et si on continue, si dans le PLFSS, encore une fois, il n'y a rien pour le domicile, il n'y a pas un vrai tarif socle, mais un vrai, c'est-à-dire qu'il y a un vrai financement qui est mis sur le domicile, et que donc le modèle de société de permettre aux personnes de vieillir à domicile, c'est pas celui qu'on veut. Alors il ne faut pas s'étonner que les salariés sont payés au lance-pierre. Mais ça veut dire quoi, les salariés payés au lance-pierre? Ça veut dire quoi, des structures qui sont tout le temps dans le système D, qui sont tout le temps en train de se débrouiller pour juste survivre? Ça veut juste dire que quand on va s'occuper de nos parents, il ne faudra pas s'étonner que demain il y ait des drames. Et je pense qu'on sera tous complices. Parce que si on ne s'indigne pas de ce que fait le gouvernement Macron, le gouvernement Hollande avant, le gouvernement Sarkozy, si on ne s'indigne pas, et si on ne dit pas à un moment donné stop, il faut mettre des moyens dans le domicile, on sera tous complices. Et il va y avoir des drames à domicile ensuite. Dans quelques années, quand les structures, à la fin, elles n'auront plus les moyens d'assurer une continuité d'activité, elles n'auront plus les moyens de juste payer un minimum leurs salariés, et ensuite, on aura ce qu'on mérite. Marie-Sophie Dessaulles, comment vous réagissez par rapport à ces propos vifs? Forcément, je ne sais
pas si je le dirais exactement de la même façon, mais je voulais revenir parce que je suis toujours un peu gênée par la manière dont vous avez lancé les choses entre privé, associatif, etc. En fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle est la réponse que l'on apporte, et la réponse que l'on apporte à domicile, en fonction de la réalité des besoins des personnes ou en établissement. Et dans la réponse qu'on apporte à domicile, ça peut être effectivement par des auxiliaires de vie, ça peut être par des services d'aide à domicile, ça peut être par des services de soins infirmiers à domicile, ça peut être des SPASAD. Enfin, on a un certain nombre de formules et qui sont souvent liées d'ailleurs, sans doute, ça devrait être du moins, au niveau de perte d'autonomie et de soins, et donc au niveau de prestations qui doit être assurée. Et la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui, c'est effectivement qu'on peut considérer qu'on n'a pas investi dans celles et ceux qui apportent des réponses à domicile. Et je rejoins mon collègue sur le thème de le combat qu'on a dû mener sur la prime Covid est quand même un indicateur de la manière dont on prend en compte la réalité de la réponse à domicile. Alors qu'honnêtement, ils étaient en première ligne. De la même manière, dans le Ségur au démarrage, il y a bien eu une revalorisation des EHPAD, et de manière incroyable, on n'y a pas mis les services de soins infirmiers à domicile. Alors qu'en réalité, là encore, ce sont des professionnels qui interviennent à domicile. Donc j'ai tendance un peu à globaliser le sujet et de dire que effectivement, il y a un certain nombre, il va falloir du financement. Voilà, parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est parce qu'on a les boomers et que les boomers, il faut alléger la charge financière. Ne rêvons pas, hein. On ne va pas alléger la charge financière. Il faut simplement que l'on réponde correctement aux boomers et aux besoins de ces personnes qui vont être en perte d'autonomie. Le maintien à domicile, on ne peut pas imaginer qu'à terme, ça permettra de faire des économies, non? Ah non. Non. Pas avec les boomers et avec le toute chose étant égale par ailleurs, évidemment. Et oui, mais ça coûte moins cher que les... Toute chose n'est pas égale par ailleurs, et qu'en l'occurrence, on a un défi démographique devant nous. Bien sûr. Et donc, il faut qu'on accepte collectivement, et c'est peut-être aussi un des débats de la présidentielle, collectivement, qu'il va falloir mettre plus de moyens pour répondre aux besoins des personnes qui sont en perte d'autonomie, en permettant à ces personnes-là leur choix de mode de vie, de vivre à domicile si elles le souhaitent, mais je dois dire aussi de prendre un hébergement plus collectif, si c'est un hébergement plus collectif qu'ils souhaitent. Je crois que attaquer la question par la logique du financement et de combien ça va coûter au pays m'intéresse, mais m'intéresse moyennement, pour être tout à fait honnête. Je préfère alerter sur le fait qu'avec notre défi démographique, oui, il va falloir financer mieux, et qu'en plus, si on veut avoir des professionnels qui répondent aux besoins de ces personnes en perte d'autonomie, eh ben, il va falloir les payer correctement, il va falloir les former, il va falloir leur proposer une organisation en territoire qui répondent à leurs besoins, pour éviter le trop de temps partiel, pour éviter un certain nombre de tout ça, Marie-Sophie, c'est du financement quand même. Mais oui, non, mais c'est juste pour dire qu'on ne cherche pas à... le discours qui consisterait à dire les mesures qu'on prend là pour le domicile, c'est pour limiter la charge financière, je dis non. C'est juste à ça que je réagis. Mais effectivement, il faut investir dans le domicile, il faut investir dans les moyens qui sont donnés aux personnes âgées. Et surtout pour prévenir la dépendance. Payer les réponses. Il faut investir dans la formation et dans le niveau de rémunération de ces professionnels. Et si on pose la question de là, dans la loi de financement de la sécurité sociale, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut effectivement un tarif de base et augmenter singulièrement le tarif de base, sinon on ne s'en sortira pas.
D'accord. Non, juste pour qu'on comprenne bien, des deux secteurs, secteur associatif, secteur privé, la problématique est récente, d'actualité, c'est que le gouvernement a agréé l'avenant, on l'appelle 43, de la convention collective de la branche associative. Voilà. Ce qui a permis une augmentation, si j'ai bien compris, des salariés de la branche associative et pas du privé. Il y aura une augmentation si effectivement les moyens arrivent derrière et si État et département se mettent d'accord pour que l'augmentation se réalise. Voilà, mais pour l'instant, elle n'est pas réalisée. Non. D'accord. Donc, ce qui vous conduit, Thibault de Saint-Blancard, à dire il faut, si on veut qu'il y ait une vraie offre à domicile, c'est restructurer le secteur. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Je vous remercie pour votre invitation. Juste en quelques mots, je vais juste vous présenter Alenvie, qui est une structure d'aide à domicile, dans laquelle on a voulu valoriser le métier d'auxiliaire en leur proposant de travailler en équipe et en équipe autonome. C'est-à-dire que pour justement créer de l'engagement auprès de ces professionnels qui sont passionnés, on leur laisse une partie de leur temps de travail pour qu'elles puissent s'organiser, travailler en équipe, faire leur planning, faire des visites chez les bénéficiaires, se former et se réunir. Voilà. Donc ça a été une de nos réponses. Maintenant, juste pour rebondir, moi déjà je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Maintenant, effectivement, on doit répondre à deux questions. La question du combien, donc ça c'est le financement et on y a répondu et ça me paraît assez clair. Et après, la question du comment. La question du comment, c'est comment est-ce qu'on a envie de créer une société qui demain va bien accompagner les personnes fragiles, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap. Comment est-ce qu'on a envie de valoriser le métier de ces personnes qui sont passionnées, qui sont aujourd'hui complètement sous-considérées. Et ça, pour le coup, pardon, c'était une vraie question. Nous, ce qu'on appelle de nos voeux, et justement, j'en profite, je rebondis un peu, là, on a appris effectivement que la loi grand âge était reportée. Alors, ça n'a pas été pris comme une bonne nouvelle. Moi, en réalité, je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que, effectivement, il y a énormément de choses à mettre, et ça, effectivement, on va attendre de voir dans le PLFSS pour voir s'il y a des revalorisations financières qui sont à l'ordre du jour. Mais si on l'avait faite aujourd'hui, la loi grand âge, en fait, ce qui aurait été dommage, c'est, et en tout cas c'est mon impression, c'est qu'on n'a pas construit ensemble de vraies visions et de vrais projets de société en amont. C'est-à-dire que pour moi, ce qu'il faut faire en amont de cette loi, c'est une très belle occasion de se réunir avec tout le secteur. Et quand je dis se réunir, pardon, nous, à Alenvie, on n'en fait pas partie. Hein, là, c'est vraiment les corps intermédiaires, les fédérations et les organisations syndicales. Pardon. C'est une vraie occasion pour moi qu'ils se réunissent ensemble et qu'ils imaginent ensemble la vision du secteur. C'est quoi ce qu'on veut pour le secteur ? C'est quoi ce qu'on veut pour le secteur? Est-ce que le rapport Libault, qui a quand même auditionné beaucoup de gens, est-ce qu'il n'a pas quand même alors le rapport Libault un peu et sur ce qu'on veut. Le rapport Libault un peu et le rapport El Khomri encore plus. C'est-à-dire que je trouve qu'un des moyens pour le faire, ça serait de véritablement structurer le secteur. On parle souvent de secteur de prendre soin, parce qu'en fait on prend soin des personnes et effectivement notre secteur en fait il n'est pas vraiment circonscrit. C'est-à-dire que on ne sait pas où il commence, on ne sait pas où il s'arrête, et notre métier, c'est pareil. Et ce qui est important, c'est que si on veut que notre métier mais si on veut essayer de structurer avant d'agir, vous voyez, est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter à côté? On peut le faire en parallèle, mais ce qui est sûr, c'est que si ensemble, déjà, les acteurs ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut, typiquement, là, c'est ce qui semble être le cas. Aujourd'hui, les fédés associatives et privées ne sont pas toujours forcément d'accord sur ce qu'on veut pour le métier, pour la formation. Pour tous ces thèmes-là, alors, je pense que la loi manquera de corps. Et l'idée, je trouve, de réunir tout le monde ensemble et de se dire, voilà, dans 5 ans ou dans 10 ans, si on essentialise un peu le secteur, si au lieu d'avoir 5 conventions collectives et 5 branches professionnelles, on en a peut-être 1 ou 2, si on arrive à mieux, ce que je vous disais tout à l'heure, circonscrire notre périmètre, alors on sera reconnu parce qu'on sera connu. Voilà. D'accord. Nicolas Mérigot, vous êtes DG de Coriol en France, donc vous, c'est plutôt les EHPAD. Vous allez nous dire, le virage domiciliaire, est-ce que ça parce que les pouvoirs publics comme poussent beaucoup sur le virage domiciliaire. Madame Bourguignon et la ministre d'avant, c'était, je ne sais plus, mais enfin qui déjà avait commencé. C'est M. Véran avant.
Comment ça s'appelait? C'était Olivier Véran avant Madame Bourguignon, parce que c'est Olivier Véran qui avait le portefeuille de l'autonomie. Avec Madame Buzyn, c'était qui la ministre des... Il n'y avait pas de ministre, justement. C'était Agnès Buzyn, ensuite. Ah oui, c'était Agnès Buzyn, voilà. Ah oui, donc c'est Agnès Buzyn qui avait poussé déjà, ils avaient fait un grand truc, tout le monde veut le virage domiciliaire. Est-ce que le virage domiciliaire vous paraît vraiment quelque chose de très très important? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, vous? Et quelles sont les conditions pour qu'on y arrive? Alors, donc, avant de vous répondre là-dessus, je voudrais peut-être juste reparler d'un mot sur le financement. Je crois qu'il faut aussi qu'on soit tous assez lucides et responsables. Aujourd'hui, le secteur du soin, de la dépendance, du handicap, c'est 13% du PIB français, donc c'est une des plus grosses contributions au niveau des pays de l'OCDE à ce secteur-là. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut être assez responsable, que les acteurs soient responsables. Tout le monde dit il en faut plus, il en faut plus. Je crois qu'on est quand même arrivé à un seuil qui est quand même, on ne peut pas dire qu'il manque ou qu'on est en faiblesse par rapport à d'autres pays. Donc il y a effectivement des réallocations qu'il faut faire et probablement dépenser mieux. Dépenser mieux, notamment en dépensant moins dans l'organisation. Et je crois que le digital, on a parlé beaucoup dans la table ronde précédente avec le jury, il y avait beaucoup de digital. Donc je pense que le digital, l'intelligence artificielle doit nous permettre d'alléger et de faciliter notre organisation. L'organisation du groupe Corian ou non, de la santé et de la dépendance en France. Je pense qu'on a des coûts de structure qui sont captés et qu'on pourrait réallouer dans les services. Mais ça demande un peu de volonté politique. Les organisations, vous avez parlé de gouvernance, c'est vrai qu'entre les conseillers départementaux, les mairies, les ARS, on est quand même dans un millefeuille administratif assez complexe. L'organisation des autorisations est également très complexe. Enfin bref, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui pourraient permettre de détendre un peu, de trouver des ressources dans une enveloppe qui me semble déjà très large. On a aussi complètement en France, on n'a pas de politique de prévention. Là encore, je pense qu'on pourrait limiter les dépenses de soins aigus en augmentant et en orientant plus de dépenses sur la prévention. Voilà, juste pour dire que sur les financements, il y a probablement des solutions à trouver en faisant des gains de productivité grâce aux nouvelles technologies sur notre organisation générale. Concernant Corian et le domicile, Corian, c'est effectivement aujourd'hui 300 maisons de retraite en France, mais c'est aussi des colocations seniors. Hein. On en a 80, on en aura bientôt, d'ici 5 ans, on en aura plus de 300. Et puis c'est également du domicile avec le réseau Petit-Fils. Donc on est un acteur également du domicile. Et on n'oppose absolument pas l'EHPAD au domicile, mais on est tout à fait persuadé qu'il faut proposer des solutions intercalaires, intermédiaires, et qui soient adaptées aux besoins des familles. On met en place un dispositif, et ce dispositif, dans la vie, peut évoluer. Et quelque part, nous, on souhaite être un acteur justement plus global de ce dispositif d'aide à la dépendance et être à même de faire évoluer la personne sans rupture, parce que c'est ces ruptures aussi qui sont très compliquées. Donc le domicile, c'est effectivement une solution complémentaire. Après, le tout domicile... c'est pas tout domicile ou pas de domicile. Voilà. Est-ce que vous pensez que la question qu'on se pose par rapport au pouvoir public, qui veulent vraiment pousser le virage domiciliaire, comme ils disent, est-ce que c'est vraiment, il faut vraiment le pousser? Est-ce que c'est vraiment une solution, non pas pour faire des économies, mais pour que les personnes, les boomers vivent mieux? C'est bien que la prévention, tout le monde est d'accord, on a parlé ce matin énormément. C'est bien évidemment une solution adaptée au début de la dépendance. Après, on n'aura pas une solution que domiciliaire. Il restera malheureusement toujours des personnes en extrême dépendance, avec des pertes de dépendance physique et cognitive partielles ou totales. Aujourd'hui, dans les EHPAD en France, c'est plus de la moitié des résidents qui sont, alors je vais faire un peu techos, mais qui sont GIR 1 ou 2, c'est-à-dire des gens qui sont totalement dépendants, qui ne peuvent pas vivre sans l'aide d'une personne 24 sur 24. Donc, les EHPAD auront toujours leur solution dans ce domaine-là. Après, il faut effectivement mettre en place, et c'est ce qu'on fait avec Petit-Fils, des solutions qui sont progressives et qui sont adaptées et qui sont évolutives en fonction de la progression de la... C'est du service à domicile. Oui, c'est du service à domicile. Et donc, il faut et ça nous permet de mettre en œuvre des solutions adaptées et progressives en fonction de l'évolution de la dépendance. Sur les rémunérations, sur tout le système de financement, je pense qu'on ne peut que demander d'avoir une convergence des règles. Il n'y a pas de raison que parce que vous travaillez dans une association ou dans un secteur privé ou, mieux encore,
dans une administration, vous soyez, pour le même travail, vous soyez payé de façon différente. C'est totalement injuste et il n'y a aucune raison. Donc on ne peut que demander cette convergence, bien évidemment. Marie-Sophie Dessau, convergence. Oui, la question de est-ce qu'il faut simplifier la gouvernance aujourd'hui, d'abord j'allais dire entre nous, pour revenir sur la position d'Alain. Et donc, est-ce qu'il faut que les fédérations travaillent plus ensemble? Déjà, il y a un regroupement possible pour les fédérations qui sont dans le domaine associatif et qu'il y ait des rapprochements entre les fédérations me semble tout à fait justifié. Et je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il faut aller dans ce sens-là. Ça, c'est le premier élément de réponse. C'est pas si simple, hein, ça prend du temps. Voilà, il y a des cultures différentes, il y a du travail à faire, mais est-ce qu'il faut y aller? La réponse est plutôt oui. Moi, je crois beaucoup à la dynamique de travail en territoire et sur la logique de la coopération. Parce que si on fait un préalable, du regroupement au niveau national, je pense qu'on peut prendre un peu, ça peut prendre un peu de temps. Alors que en logique de territoire, organiser la coordination entre l'ensemble des professionnels qui interviennent à domicile, qui sont objectivement aujourd'hui assez éparpillés dans la manière de travailler, et de se dire que, comme à côté d'une certaine manière des CPTS, donc à côté de ce qui se fait dans le champ soins, qu'on fasse des logiques de communauté pour celles et ceux qui interviennent à domicile, honnêtement, on nous le demanderait, je trouverais ça assez légitime. Et là, nous avons, ensemble des acteurs, une responsabilité à essayer de trouver des solutions de coopération entre les acteurs du domicile sur des territoires, ce qui nous donnera d'ailleurs peut-être un peu plus de force également dans la manière dont on s'articule avec la dimension soins, donc au niveau CPTS, parce que quelquefois les CPTS ont beau jeu de dire, nous on veut bien discuter avec les acteurs du domicile, mais avec qui je discute? Tellement il y a d'acteurs sur un territoire donné. Je crois cette voie-là, sans doute, plus efficace et plus rapide à mettre en œuvre, et je pense qu'il faut investir sur cela. Et puis il y a effectivement la question des autorités de tarification et contrôle, c'est-à-dire du rôle des communes, mais surtout des départements et des agences régionales de santé, qui, du fait des cloisonnements des logiques d'autorisation et surtout des cloisonnements de logiques de financement, interrogent et certainement ne facilitent pas ce travail en commun. Et si je rebondis sur la question de la 5e branche, c'est vrai que ne pas mettre toute la logique de l'APA et de la PCH dans les dynamiques de financement de la 5e branche, et donc dans une certaine logique d'harmonisation, pose problème. Parce que finalement, on finit par faire des choix par logique de financement, et non pas des choix par rapport à la réalité du besoin des personnes. Donc je pense que pour l'instant, dans la 5e branche, certes, elle commence juste à se mettre en place, mais on n'est pas allé au bout du raisonnement. On voit que, du point de vue du patient, quand même, les choses sont compliquées. On va dire, parce qu'il y a une balkanisation de l'offre de soins, comme vous dites, qui est pas regroupée par rapport aux médecins, etc. Le financement est un coût de département, un coût d'assurance maladie. Comment simplifier? Évidemment, c'est facile de poser la question. Oui, mais si je puis me permettre, la question, c'est pas du point de vue du patient. C'est du point de vue de la personne en perte d'autonomie. Oui. Parce que, non mais j'insiste un peu, parce que déjà, le simple fait de parler patient, c'est-à-dire oriente le sujet. En réalité, là, on est en train de parler d'une réponse spécifique pour des personnes qui ont besoin d'un accompagnement dans la vie quotidienne, dans leur vie sociale, etc. On n'est pas en train de parler de patients qui ont des pathologies nécessitant des soins. Et c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a besoin de mieux articuler celles et ceux qui font de l'accompagnement à la vie quotidienne, à la vie sociale, etc., pour qu'ensuite, on puisse parler simplement également avec les professionnels du soin lorsqu'il y a besoin du soin. Moi, j'ai dit pendant toute la période de la crise, mais je le pense de plus en plus,
c'est que tous ces services-là qui sont à domicile et toutes les personnes qui interviennent à domicile, ce sont les vrais vigies du système de santé. Et on devrait, j'allais dire, les rémunérer. On parlait de prévention tout à l'heure, mais on devrait presque les rémunérer pour un travail de vigie, de repérage et donc d'alerte aux professionnels de santé. C'est là que se trouve l'enjeu de la prévention. Comme c'est le repérage, et depuis 2003 et la canicule, on a fait un système de repérage avec des fichiers pour essayer de voir quelles étaient les personnes en risque de fragilité, mais ce n'est pas utilisé. Ça varie beaucoup d'une ville à l'autre, et il n'y a pas ce repérage. Enfin, c'est assez impressionnant quand même. Oui. C'était juste une petite remarque par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le niveau de dépendance. Aujourd'hui, les services de maintien à domicile peuvent servir des personnes très dépendantes à domicile. Moi, des GIR 1 et 2, j'en ai beaucoup chez moi en tant que client. Et donc, il ne faut pas du tout penser que les personnes qui restent à domicile sont des personnes qui sont autonomes et que dès qu'il y a une perte d'autonomie, elles vont en EHPAD. C'est complètement l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que, c'est pas complètement l'inverse, c'est complètement faux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut rester à domicile en étant très dépendant. Moi, j'ai des clients qui sont très handicapés, qui sont très dépendants. On a des personnes âgées qui sont en GIR 1, on en a. Et on peut les garder à domicile. Bien évidemment, on ne peut pas les garder à domicile quand ça devient trop. Mais ce n'est pas juste le fait de devenir dépendant et d'être un GIR 1-2 qui fait que le maintien à domicile est impossible. On peut vraiment aujourd'hui faire des choses vraiment sympas à domicile. Oui, certainement, mais quand même, la surveillance 24/24, plus ce que demande comme coordination de professionnels de santé un GIR 1 est quand même compliqué. Et alors là, on bute sur un problème financier à domicile. Si vous faites venir plusieurs acteurs H24 et des professionnels différents, des animateurs, des ergots, des APA, ça devient... Ça finit par faire cher, oui. Ça commence à faire cher. Je vous invite à venir voir nos clients. C'est pas du 24/24. Hein. Non, mais je vais venir voir, ça m'intéressera. Non, mais c'est vrai, parce que bon... je voudrais... Après, on peut parler de questions d'organisation, le grand soir, on refond tout. Je crois qu'il y a un sujet qui est là, hein, qui est sur la table, qui est immédiatement, qu'on vit tous les jours, c'est la question de l'attractivité de ces métiers-là. Aujourd'hui, c'est un secteur qui manque de personnel, qui manque de personnes. Donc, je crois que cette question, elle doit être prioritaire. Comment on a dit comment on oriente des financements hein, vers effectivement comment on prend en charge cette question de la dépendance et ce boom démographique, mais il y a aussi une question de comment on oriente des jeunes vers ces métiers et comment on les retient également dans ces métiers. Moi, je suis frappé par finalement des gens qui abandonnent parce que c'est trop dur, parce que c'est pas assez reconnu, parce qu'il n'y a pas de perspective de carrière. Donc comment fait-on pour revaloriser? Alors les revalorisations salariales, elles ont été faites aujourd'hui. Une aide-soignante, en tout cas chez Corian, elle va rentrer à une fois 25-30% du SMIC. Donc on est au-delà. Il y a eu beaucoup de revalorisation quand même au cours des dernières années. Ça a été très significatif. Pas le domicile. Non, pas le domicile. Voilà. Donc il y a la revalorisation du domicile. Alors on peut le faire. Hein, ça dépend aussi comment on est organisé. Enfin bon, mais surtout comment on attire des jeunes. C'est je pense que c'est une question intéressante parce que c'est aussi des développements de compétences, c'est de l'emploi dans les territoires, c'est du maintien de l'emploi dans les territoires. Donc c'est une vraie richesse. La campagne du ministère là, qui est de la semaine dernière, elle vous paraît bien? Une campagne sur l'attractivité, sur la valorisation des métiers. Alors qu'est-ce que fait mon service com? Je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Oui, je pense que c'est fondamental d'attirer et de dire que ce sont des très beaux métiers et que ce sont des métiers qui sont passionnants et que ce sont des métiers sur lesquels il y a des perspectives d'avenir. Je crois que c'est quelque chose de tout aussi important que la coordination. Il faut attirer des jeunes. 500 000 personnes qui vont manquer à horizon d'ici peu d'années, hein, quand on aura tous les boomers qui auront atteint les 80 ans. Oui, vous voulez dire, effectivement, sur le sujet de l'attractivité, je pense qu'on aura progressé quand on aura collectivement changé de regard sur le métier. Je rebondis sur ce que Marie-Sophie vient de dire sur l'aide à domicile qui pourrait être une vigie. Ça,
pour faire ça, on n'a pas besoin de loi. Alors évidemment que la loi, et on l'attend, elle est importante et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, et encore une fois, même si la loi est très importante et très attendue, que la loi va tout résoudre. Aujourd'hui, on pourra mettre plein d'argent, ce qui sera important dans notre secteur, ce qui est le prérequis. On n'aura pas tout résolu si on n'aura pas collectivement changé de regard en parallèle. Et on va changer de regard si on va considérer que notre métier, c'est pas uniquement être exécutant et faire des gestes techniques. Je pense qu'on aura changé de regard si on va considérer que notre métier, ça consiste à créer du lien, à être en empathie avec une personne fragile. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc qui illustre très bien ça, c'est la formation. Les formations pour notre métier aujourd'hui, c'est des formations où on forme c'est des parcours dans lesquels on forme des personnes qui sont exécutantes. C'est-à-dire on leur dit, voilà, tu vas faire des gestes techniques, voilà comment il faut que tu fasses. Donc on est presque dans l'injonction, si vous voulez. Alors que si on considère que la formation, finalement, est le premier moyen de valoriser le métier. Si on célèbre la dimension humaine du métier au cœur de la formation, si on dit que voilà, on ne va pas former à des gestes, on va former à une posture, on va former la personne à être autonome, à prendre des initiatives, et ben là, je pense qu'on pourra réattirer plein de personnes qui s'étaient détournées du métier. D'accord, oui, c'est important. On arrive un peu au terme, on va faire la conclusion. Vous me direz si, enfin, vous parlerez à ce moment-là. À chaque table ronde, on a essayé de voir la chose la plus importante pour avancer réellement. Là, sur l'autonomie et la dépendance, c'est vrai que c'est une myriade de choses à faire. La ministre, on a l'impression, s'agite beaucoup, annonce des choses dans la réactivité, machin, etc. Donc, on a l'impression qu'il y a des choses qui se passent, mais manifestement, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, dans le PLFSS, la chose importante, et dans une prochaine loi, quelle est la chose importante qui vous paraîtrait importante? Donc, on commence par vous, Nicolas Mérigot. Moi, je crois que c'est cette question de la formation. On a beaucoup travaillé chez Corian sur l'apprentissage, sur la VAE, sur les projets passerelles qui permettent à des personnes d'un secteur en décroissance à rentrer dans un secteur où on a besoin de personnes. Il reste encore pas mal de verrous techniques. Il ne s'agit pas de grandes lois, hein. C'est pas des grandes lois. Il s'agit de décrets, d'arrêtés, de jurys qui se tiennent. Donc on a besoin de beaucoup de mesures pour encore renforcer ces manières de former des personnels et de les attirer par un accès diplômant dans l'entreprise. On a 900 apprentis cette année chez Corian. On espère continuer à progresser et à augmenter. Donc, pour moi, c'est vraiment quelques mesures techniques pour lever encore les verrous qui existent sur ces formations qualifiantes, apprentissage et VAE, y compris envisager un cycle de formation professionnelle pour les infirmières. D'accord. Amir Reza Tofi. Le sujet aujourd'hui de l'attractivité des métiers, il est fort et c'est vrai qu'on est face à une grosse difficulté de recrutement et donc une grosse difficulté à accompagner les personnes à domicile. Donc dans le PLFSS, concrètement, pourquoi on demande des moyens? Parce que l'attractivité, c'est pas que le taux horaire, mais c'est loin d'être que ça. L'attractivité, c'est tout ce qu'on va faire autour pour le salarié. Ça veut dire par exemple que la personne puisse avoir des temps d'échange, d'analyse de la pratique, des temps qui ne sont pas que des temps auprès des bénéficiaires, qui vont être de la formation aussi, qui vont être une meilleure rémunération des déplacements, des kilomètres. Donc tout ça, c'est pas du taux horaire, et c'est pour ça que je dis toujours que c'est pas le taux horaire qui fait l'attractivité uniquement, mais c'est tout le reste. Et tout le reste, ça coûte de l'argent. Il n'y a pas de magie. Le kilomètre qu'on paye, ça coûte de l'argent. Le temps qu'on facture pas, ça coûte de l'argent. Et ça passe par une augmentation du tarif socle, déjà un vrai tarif socle, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas sur l'APA, et une augmentation, un tarif fort au niveau du PLFSS. C'est possible, et on peut l'avoir, et en tout cas, c'est techniquement possible de mettre ça au niveau du PLFSS. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour le PLFSS de 2022, et ce serait un vrai engagement du gouvernement pour un virage domiciliaire, si on a ça. D'accord. Thibaut de Saint-Blanca, à part la restructuration du secteur. Non, mais moi, je reprends un peu ce que Amir disait, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, la valorisation de l'attractivité, c'est vraiment une somme de choses. C'est la rémunération, la formation, etc. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une cohérence. Et cette cohérence, et désolé, je vais un peu me répéter, mais elle va être trouvée si en amont,
on définit une vraie vision pour notre secteur. Et donc, et cette vision, c'était une vision politique aussi. Hein. Et je pense que c'est une formidable opportunité qu'a le gouvernement de dire voilà ce que nous on veut faire pour les personnes fragiles. Oui, mais manifestement, il hésite pour l'instant. Marie-Sophie Dessau, la conclusion de la conclusion. Alors, la conclusion de la conclusion. Oui, on a un sujet majeur d'attractivité. Oui, il faut augmenter le tarif socle, et en l'occurrence, c'est vraiment un sujet de la loi de financement de la sécurité sociale. Vous pensez qu'il va être augmenté ? Je l'espère, oui. Je pense que c'est la seule mesure qui sera entendue par le secteur, ce qui est sûr. Donc tout le reste risque d'être considéré comme étant de la cosmétique. Et puis, et par ailleurs, il faut sans doute également revoir les logiques de tarification des services d'aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, pour mieux prendre en compte les différents profils des personnes qui sont accompagnées. Parce que on ne peut pas raisonner exactement de la même façon en fonction du niveau de dépendance ou de la perte d'autonomie des personnes. Donc nous plaidons par exemple comme modèle sur les services d'aide à domicile le fait d'avoir une dotation globale, et une dotation globale avec à côté des logiques de prestation qui prennent en compte les demandes très spécifiques des personnes. Je pense que ça aussi, le modèle de tarification peut avoir un impact. Donc nous attendons cette réforme des services d'aide à domicile et des SIAD. Et puis, sur le plus long terme, le moyen long terme, je reviens sur la question de la coopération dans les territoires. Et en disant cela, j'interpelle autant le secteur que j'interpelle les départements et les agences régionales de santé. Je pense que nous avons une responsabilité collective à nous unir et à coopérer pour apporter une réponse aux personnes qui sont dans un territoire. C'est ce qu'on appelle, vous savez, de plus en plus la responsabilité populationnelle. Et je pense que dans notre secteur, nous avons une responsabilité populationnelle sur les territoires de vie des personnes. C'est un des gros enjeux du sanitaire et des médecins libéraux sur un territoire. Oui, mais donc du domicile aussi. Oui, bien sûr, ça fait partie de l'ensemble. Merci madame, merci messieurs, merci à la foule qui a résisté à cette journée de débat sur ce forum 2025. J'espère qu'on a permis d'éclairer quelques sujets. En tout cas, on a vu qu'il y avait encore beaucoup de travail et que c'est vrai qu'on dépense beaucoup, mais que c'est difficile. Merci. Au revoir.